Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui en fait est devenu une tradition et je pense que le membre du gouvernement que vous avez vu le plus défiler devant vous, il s'agit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi lui? Parce que vous savez que c'est lui qui seconde le président de la République dans le cadre du front diplomatique pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez donc compris les sujets de ce soir, mais bien avant, je voudrais vous informer que il y a quelques minutes, j'ai appris du gouverneur du Nord Kivu que le volcan Nyamulagira a été rentré en activité et qu'il n'y a plutôt pas de risque pour la ville du Nord Kivu, d'après les éléments qui nous ont été transmis par l'Observatoire volcanique de Goma. Mais il est important que la bonne information soit donnée à temps pour éviter de mouvements de panique et des spéculations à propos. Nous pourrons y revenir dès que nous aurons plus d'éléments et je pense qu'au niveau du gouvernement provincial dans le Nord Kivu, dans les heures qui viennent, il y aura une communication qui se fera de manière conjointe avec l'Observatoire volcanique de Goma. Monsieur le vice-premier ministre, une nouvelle fois, je voudrais vous remercier de votre disponibilité pour participer à cet exercice de redevabilité. D'ores et déjà, je voudrais prévenir les téléspectateurs que le journal de la RTNC connaîtra un léger retard vu que nous sommes en direct. Le vice-premier ministre qui pourra nous faire le point. Vous avez suivi l'intense activité diplomatique que nous avons eue la semaine qui s'est achevée. Après les passages du président français Emmanuel Macron, nous avons reçu la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe des décisions de cette instance mondiale. La dernière fois, c'était en octobre 2018. Ils étaient à Kinshasa, ils ont rencontré le gouvernement, le président de la République, les chefs des chambres. Ils sont partis dans le Nord Kivu et ils sont revenus à Kinshasa pour repartir sur New York. Quelle est l'essence de cette visite? Quelle en est l'importance? Nous verrons cela avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il y a eu beaucoup de questions aussi ce week-end, monsieur le vice-premier ministre, autour d'un communiqué qui est sorti de la présidence angolaise annonçant l'envoi d'un contingent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous pourrons tous être édifiés si vous pourrez nous donner les détails de cette nouvelle. Voilà plutôt pour les sujets de ce soir. Excellence, monsieur le vice-premier ministre, et merci beaucoup de votre disponibilité. Nous avons appris à retenir certaines de vos formules d'ailleurs, comme des lots clairs dans un verre clair. Voilà, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité pour permettre aux Congolais qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo d'être informés de l'action diplomatique du président de la République et du gouvernement. Vous avez la parole. Merci. Bien, monsieur le ministre de la Communication et chers collègues membres du gouvernement, merci beaucoup de me donner cette opportunité de communiquer à travers le peuple congolais, avec le peuple congolais, à travers la RTNC et les honorables journalistes qui sont présents avec nous ici. C'est un plaisir pour moi, un réel plaisir et un devoir que m'imposent mes fonctions que de rendre compte de ce que nous faisons aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous l'avez dit, nous avons reçu du 9, si je ne m'abuse, au 11 de ce mois, la visite d'une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons été saisis par une note verbale, je crois le mois passé, au mois de février, que le Conseil désirait envoyer une mission en RDC. Nous avons naturellement donné notre OK, d'autant plus que, comme l'a dit le ministre de la Communication, c'est 5 ans après, en dépit de tout ce que nous connaissons, que le Conseil a décidé de venir au Congo. La délégation est arrivée. La première rencontre, si je ne m'abuse, c'était avec le gouvernement de la République. Par la suite, ça a continué jusque chez le chef de l'État. L'objet de la rencontre, de la mission, j'allais dire,
d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et eux-mêmes, était de venir entendre des dirigeants congolais ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies. Comment, ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments, qui se sont exprimés, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais. Plus exactement, comment faire pour que la MONUSCO soit en phase avec la population congolaise et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Où est-ce qu'on en est avec les élections? Ils voulaient en savoir aussi. Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire en ce qui concerne l'exploitation illégale de ressources naturelles de la RDC? Quel est l'avenir de la MONUSCO? Voilà, en quelques mots, peut-être en mes termes, mais c'était pratiquement ça qui nous a été dit comme objet de la mission. Nous avons, par la voix de M. le Premier ministre et même du chef de l'État, quand il a reçu la délégation dans la soirée, remercié les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour avoir pensé venir parler avec nous, vous vous en doutez, de ces questions qui sont essentielles. Le Premier ministre comme le chef de l'État ont remercié aussi le Conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achat et, pour ne pas dire des ventes des armes et autres matériels de guerre à la RDC. Nous avons souligné aussi, au niveau du gouvernement particulièrement, de ce que le pays a comme priorité des priorités la restauration de la paix et de la sécurité à l'est du pays, à l'est, c'est-à-dire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en particulier. Et à cet égard, nous avons circonscrit le débat, les discussions autour de 3 partenariats. Le partenariat pour la paix et la sécurité, le partenariat pour la stabilité, le partenariat pour le développement économique et social du Congo sur base du programme du gouvernement. Et nous avons fait à nos amis, à nos interlocuteurs, une recommandation importante. Nous avons estimé qu'ils sont venus nous voir pour savoir ce que nous pensons du partenariat et comment on peut l'améliorer ensemble. Pour ce faire, les 3 volets du partenariat dont je viens de parler doivent être examinés, on doit y réfléchir avec rigueur, sans complaisance, ni rhétorique excessivement diplomatique reposant sur des généralités. Bien au contraire, nous avons pensé, nous avons dit à nos amis que si nous voulons construire une perspective de paix durable et un partenariat qui puisse rencontrer les aspirations des Congolais et leur donner une nouvelle espérance, nous devons, si vous voulez, prendre le taureau par les cornes. Nous devons poser le vrai diagnostic et nous décider de prendre des mesures d'ajustement nécessaires, adéquates. Donc c'est sur ce fond-là que nous avons parlé avec la délégation des Nations Unies, plus précisément du Conseil de sécurité. Les 15 membres étaient représentés en toute sincérité, en tout cas dans la plus grande franchise de notre côté. Et je crois que nous nous sommes bien compris. Le président de la République a tenu aussi le même langage de la vérité et de la construction d'une nouvelle perspective qui puisse rencontrer, comme je viens de le dire encore une fois, ce que veulent les Congolais. Je pense que nous nous sommes bien compris les uns les autres et maintenant nous espérons que dans les jours à venir,
il y aura des ajustements qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et sur ce point-là, parce que j'ai lu un peu ce qui est écrit à gauche, à droite, à la sortie de la réunion, j'ai dit et je répète que si l'on veut réellement redorer l'image ternie d'une institution de paix comme la MONUSCO, il faut se résoudre à faire des ajustements. Il ne sert à rien de maintenir un cadre comme celui-là, d'appeler les hommes et les femmes qui évoluent à obtenir des résultats si le mandat actuel de la MONUSCO n'est pas musclé, si la MONUSCO n'a pas les moyens de réaliser les missions qui lui sont confiées. Et cela, ce n'est pas de la complaisance, c'est la vérité. Vous savez vous-même que le secrétaire général des Nations Unies, lui-même, à la suite d'ailleurs de Madame la représentante spéciale du secrétaire général au Congo, qui est la chef de la MONUSCO, le secrétaire général a bel et bien dit que la MONUSCO aujourd'hui n'est pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée. Et on observe effectivement que depuis les secousses qu'elle a subies, la MONUSCO bat un peu de l'aile et on ne sent plus la MONUSCO, même au minimum, comme dans le passé, je le dis, avec l'intention que ce qu'on a dit ensemble soit compris et qu'on réfléchisse encore en profondeur. Et surtout que ce que je vous dis là, vous avez suivi, le chef de l'État a souligné cette importance de revoir nos copies, d'ajuster nos approches, d'ajuster nos méthodes de travail. Il a dit en septembre l'année dernière à la tribune de l'Assemblée générale, le gouvernement, à travers ma modeste personne, a dit exactement ce que je viens de vous répéter ici. Donc, comme d'habitude, ne soyons pas optimistes outre mesure, même si, par ailleurs, l'analyse conduit au pessimisme, mais l'action doit nous inciter à un optimisme mesuré. Attendons voir donc le résultat. Je suis à votre disposition avec mon collègue, le ministre de la Communication, pour voir quel est l'un ou l'autre point d'ombre qu'il faut éclairer pour que le compatriote comprenne mieux ce qui se passe et soit le plus largement possible informé de ce qui s'est passé, de manière à ce qu'on mette le cap de notre combat pour la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour la clarté de vos propos introductifs. On va commencer alors la série des questions. Pascal Moulégois. Merci. Monsieur le vice-premier ministre des Affaires étrangères, que ce soit le président Emmanuel Macron ou le Conseil de sécurité qui a bouclé sa mission hier, les deux instances, la France et les Nations Unies, quand même rappellent qu'il n'appartient pas à l'étranger de régler des maux sécuritaires de la République démocratique du Congo et que ce n'est même pas la MONUSCO qui réglera ces problèmes. Ne vous sentez-vous pas quand même, comme l'a dit ce matin un opposant, ne vous sentez-vous pas coincé? Écoutez, je vais vous répondre à l'aise. À l'aise parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est un héritage, un lourd héritage qui a été légué au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui s'emploie chaque jour, dès son investiture, à, si vous voulez, à régler cette facture-là de manière que nous puissions vivre dans la normalité républicaine, démocratique et la normalité sociale aussi. Donc ça ne nous gêne pas du tout d'en parler, encore une fois, en toute franchise. Laissez-moi vous dire que c'est extrêmement grave, c'est une erreur. À la limite, qu'on peut éviter si on est de bonne foi, c'est une erreur que de penser
que dans ce pays, les autorités actuelles de ce pays pensent que les Nations Unies, qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais, quels qu'ils soient, que du contraire. De la même manière, il est tout à fait inadmissible, j'allais dire incorrect, à la limite du scandaleux, que d'imposer à un pays, la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, d'imposer à ce pays d'accueillir les génocidaires qui venaient fraîchement d'endeuiller l'humanité, obliger le Zaïre. Je parle sous le contrôle de notre aîné, Léon Kengouadondo, qui était Premier ministre à l'époque. Allez dans le YouTube, vous trouverez ces paroles. Lorsque la RDC a refusé ou voulait refouler les génocidaires, la voix est venue d'où? Suivez mon regard. Il est donc à la limite du scandaleux de dire à ce pays que l'on a contraint à faire ça, que ce pays est responsable des drames que connaissent ces populations. Ça n'est pas juste et c'est inadmissible. Il est également extrêmement grave et inadmissible qu'on vienne en RDC pour effectuer une mission noble dont je venais de vous donner l'objet, parler avec les autorités congolaises, et je vous ai dit que nous avons demandé que ce soit la sincérité, la franchise, le vrai diagnostic, et qu'on vous fasse ce diagnostic, et par la suite, vous faites le Ponce Pilate. Cela n'est pas possible. Si nous sommes avec les Nations Unies, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes, des Congolais corrects. En effet, les Nations Unies, vous pouvez lire la Charte des Nations Unies, chapitre 1er, article 1er. Parmi les objectifs fondateurs des Nations Unies, ce qui figure en première place, c'est la sécurité, le maintien de la paix, la sécurité à travers le monde. Et si vous continuez au chapitre 7, article 39, jusqu'à même 32 au-delà, il a été mis un dispositif juridique clair, comme je dis, comme de l'eau claire dans un verre clair, qui organise la manière dont les Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies comme instrument institutionnel, accomplit ses missions fondamentales. Et donc, nous sommes restés dans le cadre normal des Nations Unies. On ne peut pas compter sur les Nations Unies, mais on doit compter avec les Nations Unies. Et est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le tout-puissant Occident, avec des grandes puissances, des pays membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et en termes de pays économiquement forts, on peut citer également, on citera l'Allemagne, et j'en passe. Ces pays-là, est-ce que vous pouvez me dire qu'il manque de moyens pour résoudre le problème et pour se retrouver toujours aux Nations Unies? Dans la crise ukrainienne, vous savez que c'est à chaque session qu'il y a des résolutions sur ça. Pensez-vous que ces pays-là ont besoin absolument de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité pour résoudre leurs problèmes? Non, parce que la vie internationale a été organisée de cette manière-là. Nous avons affaire à un État, le Rwanda, je ne cite pas les autres que vous pouvez imaginer, tous membres du Conseil de sécurité, membres des Nations Unies plutôt. Nous n'avons pas de choix, tant que nous sommes dans la dynamique internationale, que d'aller de ce côté-là. Et enfin, c'est bien beau de nous dire ça, c'est encore mieux d'éviter de nous entraver en utilisant la place publique internationale, en utilisant, si vous voulez, ce forum de discussion, ce forum de traitement des questions internationales. Suivez un peu tout ce qui nous a été fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà la réponse que je peux vous donner. Quoi qu'il arrive, Bendele Koyate, Félix Antoine Tshisekedi est là, nous sommes tous là, nous nous battrons pour notre pays.
Voilà, je veux faire un petit complément avant de prendre la question de Jérôme Sekane et puis ce sera Alex Kataï, pour dire qu'il y a le président Macron, lorsqu'il répondait justement à une question sur la responsabilité de la France ou de la communauté internationale, a dit qu'il était d'accord pour ouvrir une commission. Je pense que, Monsieur le vice-premier ministre, il y a un besoin que la vérité soit dite et rétablie. Je pense que le gouvernement, on devra voir justement avec vous et comme le président Macron l'a dit lui-même, comment faire ces travaux historiques qui permettent un peu de remettre à jour tout ce qui s'est passé en ce moment-là. Parce que c'est une fuite en avant que de penser que lorsque on regarde la communauté internationale par rapport à son rôle de l'époque, pour qu'elle tire les conséquences de la situation d'aujourd'hui, qu'elle veuille jeter la balle sur le camp du gouvernement. Le vice-premier ministre vous a dit, nous faisons notre part, ceci fait part de l'héritage dont le président de la République a hérité à l'arrivée au pouvoir en République démocratique du Congo. Cela n'exonère en rien la responsabilité de la communauté internationale dès lors que l'origine de la crise en République démocratique du Congo, c'est l'arrivée des réfugiés rwandais. C'est l'histoire. Et même le prétexte fallacieux utilisé aujourd'hui sans gêne d'ailleurs par le président Kagame, c'est de dire je vais aller à la chasse des FDLR. Ils sont arrivés à quel moment et dans quelles circonstances? C'est clair. Et donc, aujourd'hui, les Congolais doivent être sûrs que jamais auparavant, la question de la sécurité n'avait été autant prise en charge. Ici, nous vous avons parlé de loi de programmation. Ici, nous avons parlé de tout ce qui s'est mis en politique de la défense, de tout ce qui s'est mis en place pour la montée en puissance de nos forces armées. Nous savons que personne ne fera le boulot à notre place. Mais il appartient aux autres États qui appartiennent à la communauté des nations, parce que l'Organisation mondiale est régulée, de tirer les conséquences de la crise. De toute évidence, les Congolais comme nous avons déjà compris, et le président de la République n'a de cesse de le dire, que nous sommes le premier à pouvoir trouver des solutions à nos problèmes et nous le ferons. On va prendre la question de Jérôme Sekane. Mettez là un petit mot là, sur la commission. La commission proposée par le président français. Pour notre confort d'intellectuels, de scientifiques, tant mieux. Vous savez que la meilleure façon d'enterrer un problème au niveau international, c'est de le confier à une commission. C'est ça. Dois-je faire des démonstrations particulières aux Congolais quand on sait que le rapport mapping est au cimetière des écritures des Nations Unies, quand on sait que les récents rapports ont pris aussi cette voie, cette route du cimetière. Et voilà, à chacun de faire son jugement. Voilà, on va prendre la question de Jérôme Sekane. Merci. Je voudrais d'abord couvrir de fleurs notre gouvernement pour la diplomatie qui produit quand même des résultats plus que par le passé. Je commencerai par ce que vous venez de dire tout à l'heure. Le rapport Mapping se retrouve dans les cimetières des Nations Unies, mais également les experts des Nations Unies ont fait du bon travail. Qu'est-ce que les 15 membres du Conseil de sécurité vous ont dit à ce sujet? Est-ce que vous avez abordé cette question? Parce qu'il n'est pas normal que des rapports menés, des investigations menées par les experts des Nations Unies soient classés dans les tiroirs alors qu'il y a des faits graves là-dedans. Je voudrais également que vous puissiez nous dire, Monsieur le VPM, qu'est-ce que nous attendons concrètement des Nations Unies? Quel type de sanctions? Des sanctions visant Kagame, le gouvernement rwandais, le frapper au portefeuille? Quoi exactement? Parce que nous devons connaître nous-mêmes ce que nous attendons des Nations Unies. Et puis, nous-mêmes, pourquoi nous ne commençons pas par rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Matin, midi, soir, nous parlons du Rwanda, et c'est une bonne chose parce que nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Mais pourquoi, depuis que nous avions déclaré l'ambassadeur du Rwanda persona non grata ici,
nous continuons à maintenir notre ambassade ouverte à Kigali. Ne serait-ce pas pour nous d'abord, ne serait-il pas mieux pour nous de donner l'exemple, de montrer à l'opinion internationale que nous sommes fâchés contre le Rwanda, quand bien même que nous pourrons peut-être nous entendre plus tard parce que nous sommes des voisins éternels. Et en ce qui concerne son Excellence, je voudrais que vous puissiez éclairer un peu notre lanterne. En suivant le point de presse du président de la République avec le président français, il a émis le vœu de voir l'aide humanitaire soit distribuée, que cette aide humanitaire soit distribuée aux bénéficiaires dans leur milieu d'origine. Il y a déjà 35 tonnes qui sont arrivées et le pont aérien est déjà engagé. Est-ce que vous avez pris des précautions pour que la priorité reste le retour de ces déplacés dans leur milieu d'origine avant que nous ne puissions... Parce que sinon, la communauté internationale va prioriser d'abord l'aide humanitaire au lieu de prioriser la paix. Merci. Alors, je veux répondre rapidement avant que le vice-premier ministre n'embraye à son tour. Je pense que mon collègue de la solidarité et des affaires humanitaires s'y trouve sur place. Il y a de l'aide qui n'est pas seulement venue, d'ailleurs, de l'Union européenne. Je pense que le président, de par ses contacts diplomatiques, a pu obtenir à peu près 800 tonnes des Émiratis qui se trouvent sur place. Et comme le président de la République l'a dit ici, il faut qu'on se comprenne, parce que j'ai eu l'impression qu'on a voulu travestir le fond de la pensée du président de la République. Lorsque le président de la République alerte sur les conséquences que cette crise peut avoir sur la tenue des élections, notamment du fait des déplacements des populations, les gens crient au glissement. Mais lorsque le président de la République dit au président Macron que nous voulons que prioritairement l'aide, l'assistance puisse être orientée vers le retour, c'est vous dire que pour nous, nous tenons à l'organisation des élections et que le premier préalable pour nous, ce serait le retour de la paix qui consacrerait le retour de ses compatriotes dans leurs milieux respectifs, dans des conditions plus confortables pour remplir leurs devoirs civiques. Et donc, mais pour que ces populations puissent retourner dans leur milieu d'habitude, il faut que la paix soit restaurée. Et c'est pourquoi nous sommes en train, aujourd'hui les VPM pourra en dire davantage sur notamment le mécanisme, le contingent angolais qui va se déployer pour encadrer le processus, parce que pour nous, cesser les feux, ce n'est pas grand-chose. Cesser les feux, retrait, cantonnement, démobilisation. C'est cela le 4 points, les 4 étapes que nous attendons et ce qui nous permettra à nos populations d'être assistées pour le retour. Parce qu'on a assisté à des simulacres de retrait il y a quelques jours. Nous attendons de voir comment ces processus vont évoluer, de sorte que les collègues de la solidarité d'affaires humanitaires vont centraliser. Je ne sais pas quel type de biais, je n'ai pas les détails de la liste de l'aide qui est arrivée, pour que cela soit aussi utilisé les moments venus pour permettre la rélocation ou le retour de nos compatriotes dans leurs milieux respectifs. Et donc c'est un processus que nous suivons et qui dépend aussi du respect du cessez-le-feu et du respect du plan qui a été convenu, en tout cas à la feuille de route de Luanda, qui prévoit le retrait, les cantonnements et la démobilisation. Voilà la réponse à ces propos. Je voudrais demander au vice-premier ministre de prendre en charge vos 3 ou 4 précédentes questions. Bien, la première question, que nous ont dit les 15 membres de la délégation du Conseil de sécurité concernant les rapports? Je voudrais tout simplement rappeler à tous que nous n'avons eu de cesse, le chef de l'État lui-même, le gouvernement, que de demander à ce que tous les rapports, y compris le rapport mapping, soient examinés. Rappelez-vous toutes les correspondances que le gouvernement a eu adressées au président du Conseil de sécurité. Rappelez-vous même les dernières interventions du chef de l'État dans les arropages internationaux sur la question. Nous n'allons pas démordre de cela. Il nous a été dit, pour l'ensemble de tout ce qu'on a dit, dont acte, nous rentrons à Washington, nous allons à New York, nous allons examiner. Voilà. Mais nous n'allons pas
comme je vous dis, lâcher prise. Qu'attendez-vous des Nations Unies? Sans vouloir créer de la polémique ni d'équivoque, je vous ai expliqué clairement, nous n'attendons pas des miracles. Nous disons, il y a une charte, celle des Nations Unies, il y a une série de conventions relatives aux droits de l'homme, il y a d'autres instruments juridiques qui régissent les relations entre les nations, tirer tout simplement les conséquences de ces instruments juridiques. La loi n'a d'utilité que quand elle peut régler les conflits, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. Et pour cela, il faut la sanction. C'est ce que nous demandons. Et il ne faut pas qu'il y ait la politique de 2 poids, 2 mesures. Nous comprenons. Il ne faut pas non plus créer des précédents. J'ai à vous dire ici que si on commence à admettre en Afrique, dont les pays ont des populations frontalières partout, qu'un État peut décider un beau matin ce qu'il va aller faire là-bas pour telle ou telle raison, on est parti, l'ordre international est complètement en désordre. C'est ce que nous demandons. Et les sanctions, elles existent. On les a déjà appliquées. Notre pays vient de sortir d'une sanction. Interdiction d'importer les armes, obligation de notification de vente. On a même interdit, s'il vous plaît, l'assistance en formation de nos militaires. Pourquoi la même sanction ne peut pas être appliquée à un pays qui lui achète des armes pour vendre à des mouvements terroristes? C'est quand même contraire à ce que nous avons comme instrument aux côtés des Nations Unies et aux côtés de l'Union africaine. Il n'est pas compréhensible que les Nations Unies, qui sont contre l'impunité dans tout le domaine, puissent supporter, puissent accepter qu'on se donne de liberté vis-à-vis du droit international, vis-à-vis des pratiques qui ont permis de créer les conditions de paix et de maintenir cette paix-là, de la maintenir tant bien que mal depuis 1945, depuis la fin de la guerre mondiale. C'est ce que nous demandons, donc je ne vous en dirai pas plus. Nous nous battons pour ça. D'ailleurs, pourquoi dois-je perdre mon temps? Je m'adresse aux Congolais. Vous connaissez là l'affaire des sanctions. On a déjà imposé des sanctions, même aux individus dans ces pays. Et voilà. Donc nous attendons aussi des réponses. Alors, la rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda. On pose souvent cette question-là. Et parfois, les plus critiques tirent à boulet rouge. Chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Et c'est légitime que le Congolais en parle. Mais moi, je ne veux pas, comment dirais-je, encourager mes compatriotes, les conduire vers des voies de facilité ou des solutions superficielles, des remèdes de thérapie qui ne guérissent absolument rien. Allez, les pieds sur terre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une relation diplomatique avec le Rwanda? Elle se matérialise en quoi? Dites-moi un peu qu'il y a un fait, une action, une attitude qui démontre que c'est un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques. Ça n'existe pas. Même pour l'ambassade, j'ai l'impression que le compatriote a oublié que depuis que Maître Nkulu Kilombo, qui est ambassadeur au Rwanda, est revenu et il est juge à la Cour constitutionnelle, nous n'avons jamais eu d'ambassadeur. Il n'y en a jamais eu. C'est une chargée d'affaires qui est là, que j'ai rappelée, qui est ici à Kinshasa. Notre frontière est toujours ouverte. Oui, la question de la frontière, moi je suis froid. Hein? Bon, c'est mon tempérament. Il faut voir ça avec beaucoup de lucidité, sans passion et avec peut-être un discernement qui permette de faire de la part des choses et de ne pas pénaliser les innocents de part et d'autre. C'est comme ça que je vois. Nous avons pris des mesures. Il est là, au Conseil supérieur de la défense, pour réglementer le mouvement des biens et des personnes, qui doivent s'arrêter à quelle heure? 15 heures. 15 heures. Et cela est strict. Lorsque nous verrons que
il faut absolument, je voudrais rassurer les Congolais, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre du gouvernement, on le fera sans tarder. Mais encore une fois, je n'aime pas de remède superficiel. Allons sur le fond. Allons sur le fond. Je suis certain qu'il y a des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais quand on est en charge de la gestion du destin national, avec un homme comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République, auquel mon collègue et moi nous appartenons, il faut toujours être froid. Il faut toujours prendre de la hauteur et savoir qu'est-ce qui est utile au temps X, qu'est-ce qui est déterminant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans tous les cas, sous ce chapitre-là, s'il ne tient qu'à annoncer, parce que dans la réalité, nous n'avons pas de relation diplomatique avec le Rwanda, à annoncer, bon, le gouvernement n'hésitera pas à le faire. Mais encore une fois, j'appelle l'attention de nos compatriotes sur le fait qu'il faut aller sur le fond du problème. Alors, j'ai répondu à la question de notre... Nous n'avons pas d'ambassadeur à Kigali, il n'y a pas d'ambassadeur depuis très très longtemps. On avait une chargée d'affaires, mais qui a été rappelée ici. Alors, je crois que, Monsieur le vice-premier ministre, il est important qu'on rappelle pourquoi nous demandons les sanctions. Le 6 juillet, si vous vous souvenez, nous étions à Luanda pour la première rencontre avec la partie rwandaise autour de la médiation angolaise. Le 6 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars. Quelle est l'avancée que nous avons enregistrée de manière concrète sur terrain? Aucune. Au contraire, la guerre a gagné en intensité, le Rwanda s'est entêté et a continué à soutenir les M23. Vous avez entendu l'ambassadeur français le dire à Goma que maintenant ça apparaît comme né sur le visage, on ne se gêne même plus de le dire et de les reconnaître. Pendant 7 mois, dans quel fora n'avons-nous pas été? Quel engagement n'a pas été pris? Mais pourquoi pensez-vous alors que le président Lorenzo, qui s'était porté garant pour créer un mécanisme ad hoc de suivi des accusations réciproques, et d'ailleurs au dernier sommet d'Addis Abeba, le général angolais qui commande cette mission a clairement fait les rapports à tous les chefs d'État, le président Kagame était là, que les M23 n'a rien respecté du cessez-le-feu qui prévoyait, vous vous souvenez, le retrait au 15 janvier, ou je n'ai plus la date exacte. Et donc, pourquoi on va continuer à rester sur ces processus-là seulement, sans monter d'un cran, alors qu'aucun des engagements n'est respecté? Et donc, aujourd'hui, s'il y a des gens qui pensent que, bon, on ne peut pas sanctionner tel ou tel, le problème n'est pas celui-là, principalement. Le problème principal, c'est de mettre fin à la situation catastrophique qu'il y a à l'est de la RDC. Les ambassadeurs, membres du Conseil de sécurité, l'ont vécu de leurs propres yeux. L'autre question non moins importante et sur laquelle nous travaillons avec le vice-premier ministre, c'est la question de la justice. Pourquoi il y a des cycles de violence à répétition à l'est de la RDC? Parce qu'il y a justement l'impunité. C'est les mêmes qui sont recyclés, qui sont hébergés dans des pays voisins, on les garde, et lorsqu'on pense que c'est le moment de freiner l'élan pris par la République démocratique du Congo, on agite des épouvantails. Les noms sont connus, nous avons fait un travail de documentation dans le livre blanc. La prochaine étape, c'est la justice. Parce que lorsqu'il y aura des condamnations des individus dont je me fais l'économie de citer les noms, devant les juridictions nationales et internationales, en ce moment-là, ce sera plus contraignant et on demandera au Rwanda de livrer tous les criminels qu'ils gardent là-bas. Et c'est aussi cette stratégie-là sur laquelle nous travaillons pour que justice soit faite et les Nations Unies y tiennent. Le président de la République l'a dit à Genève, il y a un besoin fort de justice pour garantir le retour et la stabilité à l'est de la RDC. Sur la question de frontières, vous êtes économiste, M. Jérôme Sekana. Vous savez, et le président de la République n'a de cesse de le dire, que les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Et que cette situation pénalise malheureusement ou a des répercussions
sur l'activité économique. Je rappelle que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et qu'il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté et vice-versa. Donc des gens qui vivent entre les deux, qui vendent des tomates, de petits commerçants. Et donc nous avons réfléchi au Conseil supérieur de la défense, en discussion d'ailleurs avec la DGM qui nous a dit, écoutez, si nous décidons de fermer la frontière, on a réduit les heures, donc l'activité a été réduite, mais si nous décidons de fermer totalement, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance. Que par le passé, quelle que soit la nature de nos rapports au niveau politique, mais les populations qui n'ont rien à voir avec l'esprit belliqueux du président Kagame continuent à commercer avec les Congolais. Et donc, il y a cet aspect qui a été pris en compte et qui est toujours pris en compte dans tout ce que nous faisons, parce qu'au bout du compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un moment où cette crise passera, où les Congolais pourront peut-être continuer ou faire davantage des affaires, parce que c'est même l'essence de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce qui compte un peu plus, s'agissant de frontières, c'est le renforcement de mécanismes de contrôle des frontières, la surveillance des frontières. Et je crois que là, les mesures ont été prises au niveau de la DGM, au niveau aussi du gouvernement provincial. Et jusque-là, je pense que le dispositif tient. Voilà, on va prendre la question d'Alexis Kataï. Bonsoir, Monsieur le ministre. Quelques questions. Donc, je vais en dire 3 ou 4. Donc, 3 au ministre Lutundula et une au ministre Mouyaya. Très rapidement. Bien sûr. Alors, au ministre Patrick Mouyaya, c'est par rapport au massacre des Béni. Il y a eu 2 massacres qui se sont passés dans 2 endroits différents, en l'espace de 72 heures, je pense bien, à Mukodi et à Kirindera. Et les députés provinciaux, certains députés provinciaux du Nord Kivu, accusent un peu le gouvernement d'être lent à réagir par rapport à la situation dans Béni. On ne peut pas ne pas avoir la réaction du gouvernement alors que vous êtes porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement pense de la situation qui prévaut à Béni, qui a prévalu plutôt à Béni dans ces 112 heures, les 2 massacres, où les députés provinciaux pensent que le gouvernement est lent à réagir par rapport à cette situation-là? Lent à réagir, je ne pense pas, parce qu'il y a un dispositif principal qui est en place. Et d'ailleurs, je pense qu'à ces propos, le gouverneur militaire est de passage à Kinshasa parce qu'il devait rediscuter de toutes ces questions avec la hiérarchie. N'oubliez pas, si vous avez consulté les comptes rendus du dernier Conseil de ministres, nous sommes revenus dessus, et qu'il y a des opérations qui continuent entre-temps entre les forces armées, nos forces armées et les forces armées ougandaises. Et vous savez, très souvent, lorsque les terroristes se sentent acculés, ils posent des actes d'une gravité spectaculaire pour attirer de l'attention. Vous avez aussi suivi, je pense, qu'il y a un communiqué du gouvernement américain qui a mis à prix la tête du principal chef des ADF. Et donc, l'attention, on ne l'a jamais perdue sur les sujets. Et donc, le gouverneur est sur place. Il y a évidemment des dispositions qui seront prises parce qu'il n'y a pas eu seulement des morts. Il y a eu des compatriotes qui ont été pris en otage et pour lesquels les services sont déjà à pied d'œuvre pour voir comment on pourra les récupérer. Ici, il faut savoir que nous combattons des terroristes. Et des terroristes qui, malheureusement, en représailles, s'apprennent à la population justement pour s'aimer la terreur. Mais nous n'avons jamais lâché prise en termes de vigilance, en termes de suivi de la situation sur place à Béni. Merci. Vice-Premier ministre, M. Christophe Tundula, l'ONU propose, l'ambassadeur de la France à l'ONU l'a dit à Goma, que le gouvernement congolais dialogue avec le M23 pour sortir de la crise dans l'Est. Que répond le gouvernement congolais par rapport à cette demande, cette proposition de l'ONU? L'élection du Dr Kaseya à la tête du CDC est remise en question par le Rwanda. Que répond la RDC par rapport à cela? Et enfin, le Rwanda dit avoir été chassé du sommet de la CEAC, ici à Kinshasa. Qu'est-ce que la RDC répond à cette accusation? Merci. Ben, heureusement que vous en riez. Mais comment pensez-vous qu'on peut chasser un pays qui est pleinement membre d'une organisation? Excellence, Monsieur le VPM, je pourrais
rebondir sur cette question-là après Ok, je vais vos vous réponses. laisser de répondre à ça. Le dialogue avec l'M23, non, soyons sérieux. Et les Nations Unies savent qu'elles ont puni les leaders du M23. Vous êtes des médias, vous pouvez vous documenter là-dessus. C'est-à-dire, en fait, ce sont des criminels. Ça vient des Nations Unies. Deuxièmement, ici, je vous ai dit que conformément à la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, je crois de 79, j'ai oublié un peu la date, revisée par l'Union africaine, convention relative à la lutte et la prévention du terrorisme, l'M23 répond au profil prévu par cette convention et l'M23 est une organisation terroriste. Et ce n'est pas tout. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui va arriver ici le lundi 20, ici à Kinshasa, dans une décision qu'elle a prise l'année dernière, a effectivement affirmé que l'M23 est une organisation terroriste. Est-ce que vous croyez que ce serait vraiment logique, même pas la RDC, même un autre pays évidemment, sauf le Rwanda qui soutient, que nous pouvons parler, discuter avec des gens qui sont déjà indexés, qualifiés de criminels, terroristes, et par les Nations Unies et par l'Union africaine. Ça, c'est de un. De deux, dans le cadre du processus de Nairobi, nous sommes aujourd'hui, en termes de consultation politique, que les autres appellent aussi dialogue, peu importe, l'important c'est que le chef de l'État s'est mis à la disposition de groupes armés depuis le mois d'avril de l'année dernière pour parler avec eux. Nous sommes aujourd'hui au 4e round de Nairobi qui va se tenir, sinon dans quelques jours à tous les mois, dans un délai très court. Le M23 avait une délégation à Nairobi, vous le savez, je ne fais que vous rappeler, lorsque nous avons commencé les discussions. La délégation est là, et le jour suivant, ils commencent à tuer les compatriotes. Ils attaquent les forces armées de la RDC. On ne pouvait pas continuer avec le M23. La même chose, Codeco, je crois. Nyatura, ils sont à peu près 6 ou 7 groupes armés qui ne veulent pas s'inscrire dans le processus de Nairobi. 2, 3. Nous avons un programme qu'on appelle Programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, stabilisation, PDDRCS, qui a été présenté à la communauté nationale et internationale l'année dernière. Et des partenaires extérieurs sont engagés d'ailleurs à financer ça. Notre pays a mis du paquet. On a organisé, maintenant on réajuste un peu au niveau des structures provinciales, dont la mission essentielle est d'obtenir que tous les groupes armés nationaux, cela s'entend, qui veulent revenir à la nation congolaise, qui veulent reprendre la vie normale, qui veulent s'intégrer à la dynamique démocratique et à la dynamique des changements imprimés par les chefs de l'État et tous ceux qui travaillent avec lui, tous les Congolais aussi qui sont avec lui. Tous ces compatriotes-là viennent dans ce cadre pas qu'on les ramasse, on parle avec vous, on discute avec vous, vous posez vos problèmes, je dis bien vous posez vos problèmes et on trouve ensemble des solutions et dans le cadre de ce programme, on vous réintègre dans la vie nationale. Donc il y a, j'allais dire, une panoplie d'instruments. Il y a un espace de dialogue au sens générique du terme. Hein? Dialogue pour dire se parler. Cet espace est ouvert. Vous ne voulez pas venir, vous prenez les armes pour détruire votre pays. Pensez-vous qu'un gouvernement responsable, qu'un chef d'État responsable peut vous dire, oui, mais évidemment, on va vous dire... Et donner la prime à la violence. À la violence. Non. Voilà. C'est pour cela que nous n'avons cessé de dire
au Congo, quand je dis nous, entendez le président, le gouvernement, qui ont en charge la gestion du pays au quotidien, nous disons, il faut déposer les armes. Il faut dégager les espaces obtenus par la violence. Il faut que les compatriotes reviennent à leur domicile. Il faut que ceux qui disent qu'ils sont véritablement congolais, et c'est de leur droit, le prouvent en se mettant au service de la nation et en s'intégrant dans la dynamique de la paix. Dès que cela est fait, la Constitution est là. Le président, article 69, c'est le garant, je résume, de la bonne tenue de la nation. Nous tous, nous avons les mêmes droits, évidemment les mêmes obligations. Donc voilà, pour qu'on se comprenne avec nos compatriotes, avec la communauté internationale. Voilà la question du dialogue que vous avez posé. Ah oui, Chassé, je laisse à... Jean Casséa. Ah oui, Jean Casséa. Chacun peut se permettre de relever quand même. C'est quand même drôle que j'ai beaucoup de respect pour la fonction du président Kagame et la personne aussi. Il mérite respect, c'est un être humain qui a de hautes responsabilités. Mais je ne connais pas le cas où on revient à ce type de décision. Mais ce qui est plus important, ceux qui ont eu le temps de suivre savent qu'il a été élu à l'unanimité. Tous ceux qui étaient là ont dit, ce monsieur, il est pas au profil. Et ils étaient à peu près 107 candidats. 107 candidats. Il y a eu des phases éliminatoires jusqu'au moment où ils sont restés à 2. Une dame de la Guinée-Bissau et Dr Kasseya. Et le jour-là, tous ceux qui étaient là, chefs d'État, ministres des Affaires étrangères, ont dit à l'unanimité, celui qui vaut, celui qui convient, celui qui a le profil. Alors, je ne sais pas, on va remettre ça en cause. Pourquoi? On va remettre ça en cause. Pourquoi? Je crois qu'il y a une... c'est la preuve, justement, qu'ils sont affectés dans le cœur de leur stratégie et que vous pouvez mentir lundi, mardi, mercredi, mais la vérité finit par arriver. Et donc, ils ont pris tous ces temps, depuis que la session s'est tenue il y a à peu près un mois, pour revenir... le docteur Jean Kasséa, il a été porté par le président, vous vous souvenez, monsieur le vice-premier ministre, depuis Washington, et qu'il a le profil qui correspondait. Si aujourd'hui les Rwandais reviennent derrière, ça vous donne une illustration de leur degré, j'allais dire, des désarrois par rapport justement à la stratégie diplomatique qui est déployée par le président de la République. Parce que vous savez que ça ne va plus durer longtemps. Aujourd'hui, depuis que nous parlons, vous voyez que tout le monde dit c'est le Rwanda. Parce qu'ils ont été plusieurs fois couverts pour telle ou telle autre raison, mais plus ils continueront à être barbares, plus ils seront exposés. Et nous-mêmes, nous allons nous charger de la suite. Alors, un petit mot sur Kasséa, ce n'est pas à nous de répondre. Je vous ai répondu pour ne pas laisser planer de l'ombre. La question est posée au président Azali qui a présidé. La lettre a été adressée au président Azali. Oui, c'est même pas la conférence des chefs d'État. Non. À l'organe. Ce président Azali, et voilà. Et ben, dans la même lettre, il parle. Je crois qu'il y a. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères ni ministre de l'intégration régionale, mais je pense que toutes ces organisations ont une commission. Je pense que c'est la commission technique qui, elle, s'occupe de l'organisation matérielle de sommet. Ah oui, pour la question de... La question du sommet de CEAC. Oui, vous allez continuer, mais je vous ai rappelé, monsieur le ministre, que la fois dernière, rappelez-vous, l'avant-dernière fois, la fois passée, avant ce sommet ici, lorsque le président, c'était au sommet de la remise reprise, non, la remise reprise s'est faite à... La remise reprise, c'était le dernier. Au Congo-Brazzaville. C'est là que le président a repris le bâton. Oui. Mais il y a eu un sommet ici. Une session qui s'est tenue. Le Rwanda n'est pas venu. Et ici, j'ai fait remarquer ça. Le Rwanda n'est pas venu. Ni par le chef de l'État lui-même, ni par mon collègue, le ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, pour le reste... Je souffle un peu. Sur ces sommets, justement, j'ai discuté avec le ministre de l'Intégration régionale. Il y a une commission qui s'occupe de la préparation. Des notes verbales ont été envoyées. C'était un sommet où on devait passer le flambeau de commandement. Il y avait une exigence que le sommet s'était né en présentiel. Le Rwanda a demandé
que cela se fasse. Ils ont demandé une participation en ligne et les liens ont été accordés parce que le ministre des Affaires étrangères rwandais a participé en ligne à la cérémonie d'ouverture. Et puis il y avait des travaux à huis clos et en huis clos, il semble qu'il n'y a pas des travaux en ligne qui ne soient couverts. Les experts ont participé, au niveau ministériel ils ont participé. À quel moment ont-ils été exclus? C'est la profondeur du désarroi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peut faire écrire des choses de ce genre. De toute évidence, c'est la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui y répondra. On va prendre les 3 dernières questions en série parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. On va prendre M. Mbelechi, on va prendre Paul Matendo et Serge Tseka. S'il vous plaît, une question par personne pour nous permettre de terminer. Merci, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au vice-ministre des Affaires étrangères. Vice-premier ministre, s'il vous plaît. Désolé, vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, pourquoi dans votre politique d'extérioriser la solution à la crise en République démocratique du Congo, vous focalisez plus sur les Nations Unies, alors que l'Union africaine n'a jamais prononcé sur l'aide du Rwanda au M23. Est-ce que ça ne serait pas aussi nécessaire de pousser l'Union européenne à se prononcer à ces sujets? L'Union africaine, plutôt. Et Merci. puis, une autre question, malgré elle a été posée par personne. elle se pose au ministre, au porte-parole du gouvernement. Vous avez gagné la guerre diplomatiquement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné, a cité les Rwandais de soutenir M23. Aujourd'hui, vous refusez d'échanger, de discuter avec ces groupes armés aujourd'hui qui semblent être le plus fort, entre parenthèses. Quelle serait alors la solution politique demandée par les Nations Unies, selon vous? Merci. On va prendre Paul Matendo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Moyaya. Je m'adresse directement au VPM. Ma première question, le week-end dernier, la présidence angolaise a annoncé l'arrivée du contingent angolais en RDC. Ce contingent arrive quand et il a quel mandat? La deuxième question, ici, vous avez annoncé haut et fort que le mandat de l'AIC était offensif. Après une petite enquête, ici à Kinshasa et sur le terrain, on me dit que la force de l'AIC n'a jamais été opérationnelle sur le terrain. Est-ce qu'il y a un calendrier pour que la force de l'AIC commence les opérations offensives sur le terrain? Merci. Allez-y, Serge. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le vice-premier ministre, en rapport avec la mission de membres du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo, est-ce qu'on pourra voir dans les jours à venir la mission de la MONUSCO ici, de l'option militaire, puisse monter en puissance ou changer clairement ses attributions de manière à ce que cette mission puisse devenir beaucoup plus offensive et soit équipée, parce que quand le responsable des Nations Unies elles-mêmes disent que cette mission n'est pas équipée alors que le besoin est autre, on aimerait savoir exactement si cela figurait parmi les discussions. Et monsieur le ministre des Communications, si vous pouvez transmettre à votre collègue de l'Intérieur, c'est une question d'actualité. Le phénomène Kuluna est en train de battre, de prendre des ampleurs extravagantes à Kinshasa. Dernièrement, vers Brikine, on a brûlé un supposé Kuluna. La population commence à faire le travail de la police, à faire le travail de la justice. À cette allure-là, je pense que les choses puissent se compliquer davantage. Donc, si on pourra avoir l'occasion d'avoir le ministre de l'Intérieur ici, ça sera une bonne chose. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, on a posé la question de
Extérioriser la crise de la RDC, c'est ça? Extérioriser. Extérioriser, C'est-à-dire oui. chercher oui. des solutions à Oui, l'extérieur. oui. Si. Mais les autres, ce n'est pas la première fois qu'on pose la question. Hein. Il y a des compatriotes qui ne cessent d'écrire et de dire que nous avons, ils vont très loin, que nous avons internationalisé la crise congolaise, on met ça sur notre dos, que nous avons sous-traité la défense et la sécurité de notre pays. Il y a toute une série de concepts qui sont en vogue actuellement. Non, j'ai eu à répondre à cette question ici. D'abord, je commence par ce qui est plus simple. Vous avez dit qu'on ne s'adresse qu'à l'ONU et non à l'Union africaine, donc je crois que vous avez manqué l'information. Il y a eu le mois passé, je crois que c'était du 16 au 19, du 16 au 19 février, une série de réunions à Addis Abeba impliquant l'Union africaine à travers les conseils paix et sécurité qui arrivent, comme je vous ai dit, le lundi, et la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et on a pris des décisions, notamment le recours à la facilité de paix dans la mesure où l'argent est là, pour appuyer la force régionale, et aussi l'approbation du plan de paix, du chronogramme plus précisément, qui a été adopté par le mini-sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, présidé par le président Lourenço, qui est le mandataire, le médiateur désigné par l'Union africaine, en même temps président d'exercice de la CIRGL, co-présidé aussi par le président Ndayishimiye. Donc l'Union africaine est là, et la semaine prochaine, vous aurez l'organe qui est comme le Conseil de sécurité de l'Union africaine, chez nous, à l'image du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc là, c'est faux. Alors, et l'affaire de sous-traiter ou d'externiser, je m'excuse, c'est un terme que je n'ai pas bien noté, le traitement de notre crise, voilà ce que je dis. Nous avons dit partout au monde que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Je crois que je ne mens pas. Le Rwanda, c'est un État comme nous. OK? Le Rwanda, nous partageons avec le Rwanda les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la communauté de l'Afrique de la CAC aussi. On venait d'en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les actes constitutifs de cet ensemble d'organisations internationales, il y a des mécanismes qui sont prévus lorsque deux États membres sont en conflit. OK? Et c'est comme ça que la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'année passée, à partir du mois d'avril, s'est saisie du dossier et a désigné le président Uhuru. C'est comme ça que l'Union africaine, au mois de mai, à Malabo, a décidé de confier le dossier au président Lourenço en vertu du principe de la subsidiarité qui veut qu'en pareil cas, on commence par les communautés régionales avant de remonter en haut, et on dit au président Lourenço, faites tout pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda. C'est toujours dans ce sens-là que le Conseil de sécurité, je vous ai rappelé la Charte des Nations Unies, le chapitre 1er, article 1er, sans compter le chapitre 7, le Conseil de sécurité des Nations Unies a repris, j'ai dit repris parce que l'affaire, c'est une affaire qui date de plus de 20 ans, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas qu'un beau matin, on se réveille et on dit, on va à tel endroit, à tel endroit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès lors que nous impliquons, nous accusons à bon droit un État tiers, deux choses. Ou bien alors, on fonce
c'est la guerre, encore que même la guerre, ça n'échappera pas à la communauté internationale, ou bien nous partons là où nous sommes obligés de partir en vertu de notre adhésion à toutes ces organisations. Je crois que c'est clair. Et la question que je pose, depuis 1960, y a-t-il eu une crise, une guerre, agression, rébellion, que nous avons pu, j'allais dire, je n'aime pas offenser, terminer sans qu'il y ait l'accompagnement, c'est un euphémisme, je suis d'accord avec vous, de la communauté internationale. Voilà. Donc, ce n'est pas question d'aller dire on a sous-traité. Même quand les gens disent il faut requinquer l'armée, mais le président Tshisekedi, depuis qu'il est là, il n'a fait que ce travail-là. Aujourd'hui, le leadership de l'armée, je ne mens pas, a changé et ça va continuer. Notre armée fait face à 3 armées, une armée de terroristes et 2 armées régulières. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense que là, les choses doivent être claires. Et nos compatriotes doivent comprendre que lorsqu'on est un État comme la RDC, qui vit dans un environnement international qui a ses règles, on ne peut pas penser, évoluer, même si on a les moyens. Je vous ai parlé du cas du bloc occidental. Le bloc occidental, oui, la Russie est un pays très fort, mais l'ensemble des Occidentaux, c'est quand même un bloc. Mais ils repartent toujours à New York. Juste Alors, un petit complément sur ce je vous en sujet. prie. Nous parlons de front diplomatique. Qu'entendons-nous justement par front diplomatique? Ça veut dire qu'il y a notre appartenance à toutes ces organisations qui suppose que nous devons porter les sujets à ce niveau-là parce que le monde est organisé de cette manière-là. Et donc, vous avez parlé de victoire diplomatique. Nous ne considérons pas encore que nous sommes victorieux. Nous serons victorieux le jour où la feuille de route sera totalement appliquée, le jour où nos populations, surtout, pourront regagner leurs habitations. C'est en ce moment-là qu'on pourra se dire que nous avons évolué, parce que l'objectif du président, ce n'est pas seulement celui-là ou du gouvernement, c'est d'être en mesure d'assurer la sécurité totale de nos frontières et d'être sûr que notre armée est remontée en puissance. Là, nous aurons de motifs réels de satisfaction parce que nous avons beaucoup de chantiers sur lesquels nous travaillons, mais nous sommes sur la bonne direction et nous allons y arriver. Et je dois rappeler, Monsieur le Vice-Premier ministre, peut-être qu'on l'oublie souvent, que toutes les armées qui viennent, ils viennent dans un contexte précis, avec un mandat précis. Ils viennent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu la réunion d'Arusha en Nairobi qui a précédé celle des chefs d'État, où les chefs d'État-major ont travaillé sur un plan opérationnel. Vous avez vu les déploiements de Burundi. Je n'ai pas de détails de ces plans, mais les militaires, eux aussi, sont à l'ouvrage pour voir dans quelle mesure, comment ils se déploient pour régler le problème. On n'en serait peut-être pas arrivé à cela si le président Kagame, des natures belliqueux, n'avait pas recréé le M23, parce que le principe, justement, lorsqu'on a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est, le problème de la sécurité à l'est de la RDC est un problème qui concerne tous les États, parce que c'est la partie du pays qui est le plus rattachée à cette partie-là. Et donc, on ne peut pas penser économie, prospérer dans les affaires, sans régler un problème de sécurité. Et donc, c'est dans ces cadres-là que tout le monde a dit, nous devons nous mobiliser parce qu'il faut regarder la nature de problèmes de sécurité que nous avons là-bas. Nous avons de groupes armés étrangers. C'est des problèmes de sécurité qui doivent se régler avec le pays d'où ils viennent. Et d'ailleurs, ce serait bien que la communauté internationale commence à dire aussi au président Kagame de dialoguer avec les FDLR parce qu'il ne les tuera pas tous. Ce sont des Rwandais qui méritent de vivre au Rwanda aussi. Et donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais il faut savoir ici que la stratégie que nous portons est liée à notre contexte, à nos difficultés du moment, c'est passager. Et je suis sûr que c'est la stratégie, la bonne, qui nous permettra de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Et par rapport à ça, vous avez donné un élément là, hein, le terrorisme. Nous avons le mouvement terroriste. Je crois qu'il y a 2 jours. Oui, les ça a ADF, il y a frappé la encore. question de... Donc, lorsque vous parlez d'externiser, il faut tenir compte de tout ça. Et après tout, pourquoi il existe dans ce monde de l'OTAN? Sinon, les États-Unis
pour certains pays européens, j'allais dire, on n'a pas besoin de l'OTAN. Chaque pays s'assume. Ils ont un système de défense collective. Voilà. Alors, et une autre question. Oui, L'Angola. l'arrivée, bon voilà, c'est bien. Il faut expliquer ça. Premier élément, à Luanda, lorsque nous avons commencé il y a quelques mois, nous avons convenu, quand je dis nous, c'est la RDC, la délégation, conduite par votre serviteur que je suis, sous l'instruction du gouvernement et du chef de l'État, et la délégation rwandaise. Nous avons convenu que, comme le mécanisme de vérification élargie de la CIRGL pose problème à nos amis rwandais qui n'ont jamais accepté un rapport de ce mécanisme-là, même quand ils étaient en conflit ouvert avec le Burundi, on se met d'accord d'avoir un mécanisme ad hoc. Le terme ad hoc, là, se réfère surtout au fait que ça n'existe que pour ce conflit ici. Donc le mécanisme pour cela. On a dit, on met en place ce mécanisme ad hoc de vérification des allégations, des accusations de l'un et l'autre État, vice-versa. OK? Et on a dit, on avait convenu avec les Rwandais, on met ce mécanisme, on va le confier à l'Angola. C'est ainsi que l'Angola a désigné un général, Joao, j'oublie encore le nom. Nassone, voilà, pour diriger les mécanismes. Donc, c'est une structure que l'Angola gère. Nous avons désigné un officier général qui est officier de liaison, le Rwanda aussi. Ça, c'est de un. De deux, parce que vous avez parlé de l'Union africaine, je crois le 17 février, on s'est réunis le 16. Et le mini-sommet d'Addis Abeba, État de l'Afrique de l'Est plus le président Lourenço, ce mini-sommet a décidé de confier à l'Angola la charge de notifier chaque fois les recommandations et les décisions prises par le mini-sommet. Allez dire au M23 pour qu'il n'allègue pas l'ignorance de ce qui a été décidé. Voici ce qui a été décidé et voici les conséquences si vous ne vous exécutez pas. Et le président Lourenço, comme chef d'État de l'Angola, devait travailler avec le président Uhuru. C'est ainsi que vous avez appris que le président Lourenço a reçu une délégation du M23 pour notifier justement ce qui a été décidé à Addis Abeba. Maintenant, le ministre de la Communication vous a dit, rien n'est exécuté. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tous les moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto, je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au 1-23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Voilà, grosso modo, la question telle qu'elle se pose, qu'il n'y ait pas d'équivoque. L'Angola est dans son mandat. L'Angola a informé les chefs d'État concernés et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous ne pouvons que souhaiter que cela aille bien et que ça ait quelque efficace. Alors, le mandat, je suis formel.
je persiste ici, je demande à tout le monde de voir le communiqué, je crois, du 22 avril 2022 à Nairobi. Premier élément, dialogue, chaque chef d'État approche les groupes armés pour offrir la paix, ce que le président Kagame n'a jamais fait, nous on a fait. Les groupes armés qui résistent à l'offre de paix, la force régionale intervient pour maîtriser ce groupe armé. C'est ce qui est dit. Allez lire ce document-là. J'en viens. Le premier calendrier, je n'y reviens plus parce que vous savez que ça a été violé. Oui, il y a un calendrier qui a été... Je l'ai dit tout à l'heure, la réunion des chefs d'état-major a précédé celle des chefs d'État à Arusha. Non, pas Arusha là. C'était du côté du Kenya, je crois. Arusha, c'est entendu. Oui, c'était au Kenya. Oui, non loin de Mombasa. Il y a un deuxième chronogramme, un deuxième programme de cessation des hostilités, de désarmement, d'évacuation et tout, qui était décidé par les chefs d'état-major des pays de la CAC, de l'UAC plutôt, avec le commandant de la force régionale. Et encore une fois, ça n'a pas été respecté. Alors la dernière question, est-ce que je pense que cette fois-ci la MONUSCO va monter en puissance et qu'il y aura des changements dans son mandat? Nous avons dit ce qu'il fallait dire. Je voulais affirmer. Ce n'est pas nous qui décidons. On est venu nous demander ce que nous pensons être nécessaire de faire pour que la MONUSCO soit crédible, que la MONUSCO et les Nations Unies rencontrent les aspirations des Congolais. Nous n'avons pas été... on n'est pas passé par 4 chemins, on a dit les choses de la manière la plus claire. Et il nous a été répondu qu'on s'est replié sur New York, qu'on va nous répondre. Donc, comment voulez-vous que nous-mêmes nous puissions vous dire oui, ça se fera ou ça ne se fera pas? Je vous ai dit qu'on s'est compris et que chacun assumera ses responsabilités. Nous ne ferons jamais les nôtres. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Mbelechi, sur les Koulouna, on va demander au vice-premier ministre, peut-être les gouverneurs de la ville ou l'inspecteur provincial de la police pour venir de l'intérieur, excusez-moi, ou les gouverneurs de la ville pour venir répondre à la question. Il y avait la préoccupation de Mbelechi sur les refus de discuter avec les groupes armés. Je pense que le vice-premier ministre avait répondu à la question et que pour nous, il y a une feuille de route qui avait déjà été établie et la feuille de route prévoit cessez-le-feu, retrait, cantonnement, démobilisation. C'est les 4 ou 5 expressions que vous devez retenir. C'est au terme de tout ça qu'on verra dans le cadre du PDDRCS comment les choses peuvent se régler dans le détail. Monsieur le vice-premier ministre, avant peut-être que vous ne puissiez dire un mot de la fin, je voudrais relire rapidement le communiqué que je viens de recevoir de l'Observatoire volcanique de Goma au sujet de l'éruption en cours de Nyamulagira. Donc l'Observatoire volcanologique de Goma, en charge de la surveillance de volcans de Goma et de l'activité sismique de la région, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs qu'à partir des 18h, heure locale, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs dans les cratères centrales du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides cassures suivis d'une intrusion magmatique dans le champ du volcan en question, signalant que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux, de pellets et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Nous recommandons à la population de Goma de garder son calme, de vaquer librement à ses occupations. L'usage concernant les lavages des légumes et la consommation d'eau des citernes doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent
en survolant la région des Virunga. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc, pas de panique. Si là va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. C'était nécessaire, Monsieur le Vice-Premier ministre, une conclusion pour cet exercice? Bien, bon, la conclusion, c'est que nous continuons le combat avec le président de la République, le gouvernement, les institutions de la République et avec vous, les Congolais. Je vous ai dit la fois dernière que les victoires que nous gagnons sur le plan diplomatique, la victoire que nous gagnerons prochainement sur le plan militaire, c'est la victoire de tous les Congolais. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas intoxiquer. Aujourd'hui, je pense que Dieu étant grand, étant le seul qui connaît l'avenir, je pense que la voie dans laquelle il nous a mis plutôt depuis un temps, c'est la voie de la maturation consolidée de notre peuple pour se prendre en charge. Le chef de l'État ne lâchera pas. J'ai eu à vous le dire ici. Nous sommes dans la bonne voie. Ça se pointe à l'horizon. Encore une fois, pas d'optimisme BBA, pas de faiblesse, pas de naïveté. Le combat, tous les combats, toujours le combat, rien que le combat, Bendela et Kokwea. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas retenu Bendela et Kokwea. On était là, peut-être une prochaine fois. Merci, mesdames et messieurs, et bonne soirée chez vous.